Bienvenue, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir encore une fois M. Paul Leclerc. Bienvenue, M. Leclerc. Alors aujourd'hui, nous aurons un sujet qui est beaucoup d'actualité. Souvent, les familles font face à des conflits. Nous, chez Dira Laval, on nous appelle souvent pour essayer de faire des résolutions de conflits. Alors, on a M. Leclerc qui est spécialiste dans ce domaine. Alors aujourd'hui, on va essayer de démystifier un petit peu ce qu'est la résolution de conflits et la médiation. Alors, M. Leclerc, comment expliquer l'existence de conflits dans le monde de notre société, les milieux de travail et familial? Comment on peut expliquer ça exactement? Il y a sans doute plusieurs raisons, mais René Girard, qui est un anthropologue français, qui est chercheur, professeur à Stanford, a fouillé beaucoup cette question de la dynamique des conflits, la dynamique des relations conflictuelles. D'accord. Et lui, il a, entre autres, suite à ses travaux, il a déclaré que la violence, le conflit est inhérent à tout regroupement d'individus, que ce soit communauté, société. Donc, par conséquent, chaque fois qu'il y a des groupes, oui. C'est naturel qu'il se développe des conflits au sein de ces groupes. D'accord. Et il a développé, ce que je trouve intéressant, il a développé ce que l'on appelle le triangle du conflit. C'est évidemment différent du triangle de l'amour, mais c'est ça. Mais et pour exprimer ce triangle du conflit, il utilise la forme géométrique du triangle équilatéral, isocèle, des grands mots, là. Oui. Mais à chacune des pointes, donc, il a situé le sujet. Le sujet étant une partie, ça peut être un individu, ça peut être une partie, ça peut être un groupe, l'autre, ce qui peut être également une partie. Quand je dis partie, ça peut être une personne morale, donc une société, mais ça peut être une personne physique. Oui. Et à la troisième pointe, on a donc l'objet. D'accord. Alors, il définit la relation conflictuelle de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il s'établit entre le sujet et l'autre une rivalité pour l'objet qui est possédé par l'autre et le désir du sujet par rapport à l'objet. L'objet pouvant être un bien, c'est bien certain. Ça peut être des fonds, ça peut être un poste de travail, ça peut être même une personne. Les gens sont en conflit pour acquérir le cœur de cette personne. Donc, c'est ce qui explique, selon Girard, donc, cette relation conflictuelle. OK. Alors, ce que vous dites, c'est que, comme un exemple qu'on voit souvent, nous, dans les familles, c'est que habituellement, c'est toujours une question de l'argent. Il y a un testament qui a été fait ou quoi que ce soit, ou une demande. Les demandes de médiation sont souvent faites face à ça. Et puis, il y a les sœurs, la famille, puis il y a un conflit justement à cause de, comme vous dites, un sujet qui est l'argent, qui est très important. On retrouve exactement l'expression de ce triangle du conflit. C'est ça, exactement. Entre quelqu'un qui conteste les autres, et puis, évidemment, le bien qui est inscrit au niveau de l'héritage ou dans tel avantage qui est convoité par, évidemment, les membres de même famille. OK, des sujets qu'on voit très souvent. Alors, c'est quoi les différentes formes de violence? Bien, rapidement, on peut dire que les principales formes de violence connues sont donc la violence verbale, la raillerie, langage grossier, ces fautes, les menaces. Il y a aussi la violence psychologique, qui va jusqu'à même au niveau scolaire, mais on dit qu'il y a du mobbing au niveau scolaire, mais ça existe parmi les adultes, chez les adultes également. Il y a dans les milieux de travail et dans la société, ce qui est beaucoup connu aujourd'hui et dénoncé, le harcèlement sexuel. Et finalement, la violence physique, c'est-à-dire que quand la violence verbale, psychologique n'est pas suffisante, mais on en arrive au coup, c'est-à-dire qu'il y a violence physique, ou encore, comme ce que l'on rencontre assez régulièrement chez les personnes aînées, entre autres, c'est que pour l'obtention d'un avantage,
tel enfant ou tel petit-fils va agresser le grand-parent pour le forcer à lui céder des fonds. Et on sait que parfois, ça peut aller jusqu'à ce que les fonds utilisés pour l'achat de drogue. Oui, exactement. Alors, les solutions qu'on peut envisager lorsqu'on est en situation de conflit? Lorsqu'on est en situation de conflit, encore une fois, je fais référence à Girard, qui a étudié beaucoup donc, les conflits et les modes de résolution de conflits. Il y a, selon Girard, 3 formes possibles de résolution, de solution de conflit. Solution par la négative, c'est-à-dire qu'on peut considérer, on peut prendre l'attitude de la personne qui va nier le conflit, qui va le refuser et donc qui va être tenté d'y mettre fin. C'est la voie donc, du conflit qui est refusée, mais qui, malheureusement, souvent, les gens qui vont tenter de mettre de côté un conflit, oui. c'est qu'ils vont même parfois jusqu'à avoir des problèmes de santé. Oui. C'est-à-dire que, donc, un problème qui n'est pas vraiment assumé peut dégénérer, même en situation de dépression, de problèmes de santé qui découlent de cette relation conflictuelle à l'intérieur de laquelle on est pris. L'autre mode de résolution, qui n'est pas non plus vraiment un mode de résolution de conflit, c'est le mode de résolution de conflit ouvert. Okay. C'est-à-dire que c'est le conflit qui dégénère, c'est le conflit on va connaître une escalade, et donc c'est le conflit vraiment ouvert qui peut, comme je disais tantôt, faisait face à, je signalais le conflit conflictuel qui va physique, donc qui peut aller jusqu'à ce niveau. Et finalement, la troisième voie de résolution de conflit, qui est la voie du conflit assumé, c'est celle qu'il faut évidemment privilégier, c'est celle par laquelle on peut en arriver progressivement à trouver une solution à ce conflit. Et on va voir évidemment comment concrètement il est possible d'en arriver à une résolution de conflit qui soit avantageuse pour toutes les parties. D'accord. Il y a une distinction parce que le litige et les conflits, ce sont pour moi des choses qui se ressemblent beaucoup. Alors, la différence entre les deux? Alors, on fait une distinction entre conflit et litige. Un conflit, c'est un différend. C'est un différend qui n'a pas, je dirais, encore vraiment dégénéré. C'est-à-dire que c'est un différend entre des parties, c'est un différend entre des personnes qui, généralement, va trouver une résolution en ayant recours au mode privé de résolution de conflit. D'accord. Et on verra donc qu'il y a au niveau des modes de ce que l'on appelle les PRD, modes de prévention et de règlement des différends, qu'il y a un continuum à ce niveau-là, dont la médiation. L'autre, lorsque le conflit dégénère, c'est donc par conséquent, c'est que le conflit va être transmis aux tribunaux pour trouver une solution. D'accord. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on sait évidemment qu'un litige qui se retrouve devant un tribunal, on sait que souvent, malheureusement, que c'est très coûteux, c'est très long et on n'obtient jamais vraiment satisfaction. Mais on constate souvent qu'il y a des gens qui refusent toute négociation pour en arriver à un règlement convenu entre les parties, et ils vont s'en remettre totalement à une tierce partie qui est le tribunal, le juge, qui va décider. Et j'ai un cas très récent que quelqu'un s'est adressé à moi en termes de possibilités de médiation. Elle me dit ça, c'est un peu ce que vous disiez tantôt au préalable. Donc, la personne est exécutrice testamentaire du testament de sa mère. Sa mère est maintenant décédée. Et il y a, au niveau de la famille, il y a 4 enfants. Et ils sont en conflit pour en arriver au partage de l'héritage. Okay. Et l'une des filles écrivait, je prenais connaissance de son écrit, et c'est loin d'être terminé. Et puis, il n'y a pas une grosse fortune. Tout ce qu'il y a là-dedans, à ce moment-là, il y avait seulement 10 000 $ dans le compte bancaire, puis il y avait un triplex,
qui exige des réparations majeures et qui doit être réparé. D'accord. Et là, ils sont en conflit depuis des années. Et la fille en question écrivait qu'elle avait, à ce moment-là, engagé au-delà de 25 000 en frais d'avocat. Alors, il arrive fréquemment qu'on constate justement que lorsqu'on s'en remet aux tribunaux pour trouver des solutions à des conflits, que c'est relativement, vraiment très coûteux. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent si... Qu'est-ce qui pousse les gens à devenir si... comment je pourrais bien dire ça? Est-ce que c'est une question de pouvoir, de gagner? Ou qu'est-ce qui fait que les gens deviennent si agressifs quand on arrive à des cas comme ça, là? Pourquoi ça fait ça? Ce qu'on constate, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer tantôt, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher Oui, à en arriver à une entente oui, par la négociation, parce qu'à la base de la médiation, entre autres, c'est la négociation raisonnée, exactement. c'est on se referme, et c'est le conflit ouvert, c'est-à-dire qu'on va s'en remettre totalement, on va dire, ben, c'est le juge qui va décider. Ah, c'est ça. C'est le juge qui va décider, mais le juge, quand il décide, d'abord, premièrement, on a tendance à dire que la sentence, la décision qui est rendue par le tribunal, que c'est une décision gagnant-gagnant, Oui. que c'est une décision gagnant-perdant plutôt. C'est ça. Mais de façon générale, les gens ont plutôt tendance à dire que ce sont toujours des perdants-perdants. Ah oui? Bon, parce que même la personne qui est soi-disant favorisée par la décision du tribunal, elle n'est jamais vraiment totalement satisfaite parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait. Alors, tandis que par la médiation, on dit que c'est une solution gagnant-gagnant parce que c'est ce que l'on recherche par la médiation, c'est le consensus. Je vais répéter, une formule que l'on utilise souvent en médiation, c'est la meilleure solution de rechange, c'est la mésor. Oui. Alors, c'est vraiment ce que permet la médiation. Ah, OK, parfait. Alors, il nous reste une petite minute avant la pause. Les principaux modes de justice, quels sont-ils? Ben, c'est-à-dire que on peut identifier 3 grands modes de justice. Le premier, c'est la justice distributive. C'est la justice adjudicative, c'est la justice des tribunaux. D'accord. Le deuxième mode de justice, c'est la justice réparatrice, qui se pratique. Donc, justice réparatrice, c'est surtout dans le domaine pénal. C'est-à-dire que, bon, elle existe, la justice réparatrice, elle existe au Québec depuis une vingtaine d'années. Et on a, en quelque sorte, utilisé l'approche des Autochtones, des cercles de résolution de conflits. Ce qu'elle permet, la justice réparatrice, c'est de permettre à un agresseur, à un infracteur et à une victime d'actes criminels, de délits criminels, de pouvoir engager par la prise de parole, par la rencontre, une démarche de réparation, une démarche de réhabilitation. Et la dernière, c'est donc la justice participative. D'accord. Et à l'intérieur de la justice participative, on retrouve tout ce qui est donc facilitation, conciliation, médiation et arbitrage. D'accord. Alors, c'est parfait. On va prendre une petite pause et on est de retour dans quelques instants. Merci. Alors, nous sommes de retour avec M. Leclerc. Alors, la prochaine question, M. Leclerc, sera dans notre système judiciaire, comment on intègre la médiation? Il y a eu, en février 2014, un changement important, puisque l'Assemblée législative du Québec a adopté ce à quoi on réfère maintenant comme étant le nouveau Code de procédure civile. Ce nouveau Code de procédure civile, qui normalement aurait dû être mis en application cette année, en 2015, ne l'a pas été et devrait normalement être mis en application au début de 2016. Mais l'élément le plus important auquel je vais faire référence, c'est qu'à l'article 1 du nouveau Code de procédure civile, on stipule qu'il y a obligation de considérer le recours à la médiation. C'est-à-dire qu'on ne rend pas, le nouveau Code de procédure civile ne rend pas obligatoire la médiation, mais il fait obligation à considérer le recours à la médiation. OK, parfait. Et je fais tout de suite une parenthèse pour dire que
En septembre dernier, il y avait à Montréal une convention nationale de l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada, à laquelle participait, à titre de conférencier, le juge Robert, l'ancien juge en chef de la Cour d'appel du Québec, le juge Robert. Et le juge Robert se déclarait d'emblée très ouvert à l'accès à la médiation et très heureux que la médiation ait été introduite dans le nouveau Code de procédure civile. Toutefois, ce qu'il ajoutait, c'était que ça reste à voir jusqu'à quel point la médiation sera éventuellement utilisée dans le processus de résolution de conflits dans notre système judiciaire, parce que justement, selon le juge Robert, c'était que les avocats, tout est fonction de l'acceptabilité de la médiation par l'ensemble des avocats, parce qu'il déclarait tous les juristes ont été en quelque sorte formés à combattre, à être des combattants. Lui, il utilisait l'image du gladiateur. Gladiateur, oui. Et qui cherche à terrasser son ennemi. Et dans le fond, les avocats, ce qu'ils cherchent, c'est à trouver le péril, la paille ou l'embûche qui va faire trébucher l'autre partie. Exact. Avec le nouveau Code de procédure civile, c'est que on fait place à la médiation. Alors, jusqu'à quel point les avocats seront-ils ouverts à cette possibilité d'avoir recours à la médiation comme méthode de résolution de conflits dans les années à venir? OK. Ça sera à suivre. Hein? On va voir ça dans le futur. Alors, ce serait quoi l'impact éventuel, disons, d'un plus grand recours justement à la médiation pour le système? Je considère que l'impact le plus important, ce sera certainement d'avoir une plus grande accessibilité à la justice. Il faut rappeler d'ailleurs que la médiation, elle s'est développée il y a 50, 60 ans, parce que justement, on constatait que l'accessibilité à la justice était très réduite. Par le recours à la médiation, on aurait par conséquent la possibilité de trouver, d'en arriver à des ententes entre des parties qui sont en conflit sans avoir recours aux tribunaux, ce qui aurait pour incidence directe de réduire le volume de requêtes, de demandes adressées aux tribunaux, d'une part. D'autre part, d'accélérer le processus, parce qu'une intervention de médiation, c'est beaucoup moins long avec un médiateur qui est une tierce partie impartiale. C'est nettement moins long que d'avoir recours à un tribunal où on sait qu'avoir recours au tribunal, on ne sait jamais parce que les délais sont très longs, c'est très coûteux, tandis que par la médiation, ce serait un traitement rapide et nettement moins coûteux que d'avoir recours au tribunal. Et puis ça, dans les causes des petites créances aussi, ça va s'appliquer? La médiation s'applique déjà au niveau des cours de petites créances. Ah oui, OK. Les personnes qui se sont adressées à la cour des petites créances peuvent accepter ou le refuser, mais la médiation est déjà offerte. Elle est déjà disponible. D'accord. Et puis, la nouvelle norme, maintenant, c'est passé de 9 000 à 15 000, juste pour dire aux gens. C'est déjà à 15 000. À 15 000 ça, c'est intéressant aussi. Ça faisait partie des modifications qui ont été apportées au niveau du Code de procédure civile l'an passé. Alors, ça, c'est très bien, ça, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer. Alors, les secteurs d'intervention pour qu'on puisse servir de la médiation? La médiation est possible, donc, à peu près dans tous les domaines, dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine de organisationnel, que ce soit secteur pénal, évidemment dans le domaine civil et commercial. La médiation peut être considérée comme étant une démarche permettant d'en arriver à obtenir un consensus. Essentiellement, la médiation, c'est quoi? C'est donc une intervention qui est dirigée par un médiateur impartial et qui va... sa principale responsabilité, c'est pas lui qui décide, ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas un juge. Sa principale responsabilité, c'est d'amener les parties à rechercher ensemble des aménagements
un consensus. Et dans le fond, la solution, c'est ça que l'on cherche par la négociation raisonnée, c'est de trouver une entente à l'amiable. Est-ce qu'un médiateur va regarder, selon un litige, les lois qui s'appliquent dans la situation où ça doit, sûrement, j'imagine, comme mettons, c'est un problème entre deux personnes et puis il y a une loi pour une telle affaire ou telle chose. À ce moment-là, vous amenez ce point-là de dire que, écoutez, madame, il y a une loi qui dit que telle affaire, ou comment ça fonctionne exactement pour... En médiation, il y a une règle générale, Oui. et c'est la seule règle que l'on ne peut pas bafouer, c'est être conforme à l'ordre public. Par contre, en médiation, il peut y avoir, parce que là, on passe rapidement sur la médiation, il peut y avoir donc négociation sur les droits, sur Oui, les oui, points c'est de ça. droit. Par Oui, conséquent, on peut négocier par rapport à un acte, par rapport à un article d'une loi particulière. OK. Et il est certain que en médiation, on doit considérer toutes les lois existantes. OK, parfait. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'en médiation, ce que l'on dit, c'est qu'on va élargir la tarte. C'est-à-dire qu'on ne se limitera pas au problème spécifique qui fait l'objet du conflit, mais on va chercher à élargir la solution, de telle sorte que, par exemple, on va tenir compte des problèmes de santé et autres particularités pour permettre justement d'obtenir une solution qui soit nettement plus avantageuse pour l'ensemble des parties. Parce que vous regardez une vision globale de tout l'ensemble du problème, finalement. Là. Exact. Ce que des fois, peut-être, la Cour ne va pas toujours faire, j'imagine. Ils vont se limiter uniquement à l'objet proprement dit du conflit. Ah oui, OK. Fait que c'est bien, ça, quand même. Alors, à ce moment-là, les enjeux de la médiation, quels sont les enjeux? Les principaux enjeux de la médiation, c'est donc de s'assurer que la médiation, c'est confidentiel. Et donc, on va s'assurer que c'est impartial. D'accord. Que toutes les parties ont la possibilité donc de s'exprimer et au médiateur et de présenter au médiateur les différentes possibilités. D'accord. Alors, en résumé, donc, la médiation, il faut qu'il y ait un consentement. Ce n'est pas obligatoire. Il faut consentir à la médiation. Il faut la participation, il faut l'autorisation. Participation, quand c'est le cas d'une société, par exemple, qui participe à la médiation, et quelqu'un doit avoir une procuration pour représenter la société. Quand c'est une personne, elle se représente par elle-même. Il y a les règles générales, donc, que j'ai mentionnées, confidentialité, l'engagement des parties à divulguer toute l'information pertinente, l'information qu'elles possèdent. Les parties doivent, par la médiation, les parties ne perdent aucun droit. Okay. À tel point que, par exemple, en relation de travail, il peut y avoir médiation et lorsque l'on a consentement à la médiation, il est stipulé que les procédures relatives au grief, par exemple, elles sont temporairement suspendues et s'il y a entente, ça fera l'objet de l'entente, le grief sera résolu automatiquement. S'il n'y a pas entente, la procédure de traitement du grief va se poursuivre devant les tribunaux comme s'il n'y avait rien eu. L'autre élément important au niveau de l'enjeu, c'est que le médiateur est non contraignable. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que dans le cadre d'une intervention de médiation, que le médiateur reçoive de l'information confidentielle. Oui. Et s'il y avait mésentente, s'il n'y avait pas entente, le médiateur ne pourrait pas ultérieurement être contraint à venir témoigner devant le tribunal. Okay. C'est-à-dire que l'information qu'il possède, elle est confidentielle et il est non contraignable. OK. Puis s'il y a une résolution de médiation devant la Cour, est-ce qu'à ce moment-là, il y a des papiers qui sont faits? Comment ça fonctionne après? C'est-à-dire que si on parvient à une solution en médiation, donc il y a un consentement, si on parvient à un consentement qui est un consensus, généralement, le médiateur, on l'invite à rédiger l'entente, laquelle l'entente, donc, sera ratifiée par toutes les parties, également par le médiateur. Advenant que l'une des parties ne respecte pas un élément ou un autre de cet engagement, il y a donc possibilité d'avoir recours à l'homologation
Et l'homologation, ce que c'est, en quelque sorte, c'est que l'entente, elle est par le tribunal confirmée. Oui. Elle obtient la même valeur, elle obtient à ce moment-là la même valeur qu'une décision du tribunal. Ah, OK. Fait que celui qui ne répond pas aux exigences peut se faire poursuivre ou C'est-à-dire les que processus. quelqu'un qui ne respecte pas l'engagement, Oui. l'engagement auquel on est arrivé par la médiation, pourrait donc s'adresser au tribunal, selon OK. l'article 26-31 du Code civil du OK. Québec, demander l'homologation de cette entente, OK. et par la suite, s'il s'agit par exemple d'une compensation monétaire, pourrait faire appel à un huissier pour récupérer les c'est fonds bien à nécessaires. savoir ça. Alors, il nous reste à peine une minute. J'aimerais ça que vous me parliez de la médiation, les genres les gens qui font la recherche d'un médiateur, où on peut s'adresser pour ça? Les principales sources, je dirais, pour l'identification d'un médiateur, ce sont donc les organismes qui regroupent les médiateurs. En premier, au niveau national, je dirais, il y a l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada. Et en anglais, c'est The Institute of Canada. Ici, au Québec, il y a l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, l'IMAC. Oui. Et il y a également le barreau, qui a sur le site Internet du barreau, il y a une base de données où on identifie les médiateurs, ainsi que la Chambre des notaires qui présente également l'ensemble des médiateurs qui ont une reconnaissance comme médiateurs. OK. Et puis, naturellement, nous, on en fait aussi chez DIRA Laval. Hein? Peut-être que... Oui, il est intéressant de noter qu'effectivement, chez DIRA, donc DIRA offre depuis 2005 un service de médiation, service qui est gratuit pour tous les aînés de plus de 50 ans. OK. Alors, on en fait combien à peu près par année? Est-ce que vous savez quelques... C'est peu. Il y en a plusieurs dossiers qui sont inscrits, mais pour toutes sortes de raisons. Donc, la médiation ne se rend pas nécessairement jusqu'à l'entente. Alors, merci beaucoup, M. Leclerc. Et puis moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve la semaine prochaine.